Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Dans cette vidéo, je vais vous aider à vous initier à la lecture de Louis-Ferdinand Céline. Je suis un amoureux absolu de Céline et comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est le plus grand écrivain de tous les temps. Et quand vous avez ce trésor dans les mains, vous n'avez qu'une envie, c'est de le partager. Ma plus grande hantise, c'est de donner envie de lire Céline à une personne et de voir cette personne abandonnée parce qu'à la première lecture, elle va trouver que le style est illisible, qu'il y a beaucoup de répétitions, qu'il y a des longueurs, que la trame du récit n'avance pas beaucoup ou qu'elle n'est pas intéressante, et par conséquent que cette personne laisse tout tomber en disant « Ah, mais c'est ça finalement leur fameux Céline ». Je vais donc vous donner un ordre de lecture des romans de Céline pour que vous puissiez vous familiariser avec son univers et son style de manière progressive. Pour chacun des romans, nous verrons quelle est l'intrigue de l'histoire et quelles sont les difficultés que vous pourrez rencontrer. De manière générale, qu'est-ce que vous allez trouver chez Céline? L'œuvre romanesque de Céline est une immense autobiographie. Tous les grands moments de sa vie se retrouvent dans ses romans. De sa naissance à Courbevoie jusqu'aux dernières années de sa vie à Meudon. Mais Céline joue avec la vérité. Il transforme, il amplifie les événements et il caricature les personnages avec une violence et une outrance surréaliste. Ainsi, pour plus de compréhension des œuvres de Céline, je vous recommande de lire au moins une biographie. Je vous conseille le Céline de Henri Godard, un des plus grands spécialistes céliniens, ou La vie de Céline de Frédéric Vitou. Sans plus attendre, je vous présente ma routine de lecture et relecture des romans de Céline. Mort à crédit, D'un château l'autre, Nord, Rigaudon, Voyage au bout de la nuit, Féerie pour une autre fois et Guignol's Band. Avec Mort à crédit, vous allez entrer de plein pied dans le monde de Céline. Puisque ce roman a pour cadre l'enfance de Louis-Ferdinand, sa vie avec ses parents, dans le commerce du passage des Bérézinas, ses premiers emplois en tant qu'apprenti, son séjour en Angleterre au Minwell College pour apprendre l'anglais, et puis sa rencontre avec un savant loufoque, Courtial des Pereire, propriétaire d'un journal pour les inventeurs, qui organise des concours scientifiques foireux pour éponger ses pertes aux courses de chevaux, et dont la tentative tragique d'agriculture expérimentale à l'électricité clôturera le roman. Tout le roman est truffé d'argot, d'humour et de scènes burlesques. Il y a des passages très crus sur le sexe, il y a du sang, il y a du vomi, il y a de la merde. Mais c'est à travers ce que ses détracteurs ont appelé de la pornographie que Céline fait passer les idées les plus puissantes sur la condition humaine. Vous êtes tout de suite initié avec les débuts des romans de Céline. Céline se décrit dans le moment présent, où il écrit son livre. Il nous expose ses problèmes de médecin de banlieue, ses problèmes avec sa concierge, et puis au détour d'une phrase, il évoque sa naissance. Et à partir de là, le roman commence. Donc il faut compter une trentaine de pages de ce prologue qui peut vraiment surprendre les néophytes. Si on prend cette édition, poche folio, de la page 91 à 98, Ferdinand est tombé malade et puis il a la fièvre, il a une hallucination, il a des hallucinations. Alors ce sont des passages que peut-être vous pouvez mettre de côté et revenir un peu plus tard dessus pour vous faciliter la lecture, la première lecture en tout cas de ce roman. Avec D'un château l'autre, on passe directement à ce qu'on appelle la trilogie allemande qui nous conte l'exil de Céline en Allemagne quand il a fui la France en juin 1944. Ces trois romans ont été écrits dans un ordre chronologique différent des événements auxquels ils se réfèrent. Céline se réfugiera d'abord à Baden-Baden, puis à Berlin et ensuite à Kränzlin dans le nord de Berlin. Voulant rester au contact de la langue française, il rejoint Sigmaringen en novembre 1944 où se trouve le gouvernement de Vichy en exil. D'un château l'autre nous dévoile ces quelques mois passés à Sigmaringen, ce lieu où ont échoué le maréchal Pétain, Laval et plus d'un millier d'autres restes de la collaboration. Le roman s'ouvre sur Céline qui est chez lui en 1957 à Meudon et qui se plaint parce qu'il n'a plus d'argent, parce que plus personne ne le lit, et son éditeur, Gaston Gallimard, qui est tellement riche, le maintient dans la misère. Il revient sur son départ précipité de Montmartre en juin 1944, et il se plaint que son appartement, rue Girardon, a été pillé et squatté par des résistants qui lui ont volé tous ses meubles et tous ses manuscrits. Pendant que lui, pendant 5 ans, a vécu en exil au Danemark, dont 2 en prison, dans des conditions absolument extrêmes. Et il se plaint qu'on continue encore 10 ans après à lui reprocher d'avoir vendu la France, d'avoir vendu la ligne Maginot, par des affichettes placardées dans tout Meudon. Céline invente des pseudonymes pour toutes les personnalités qui les gratinent dans le roman, donc je vais vous donner les plus importants. De toute façon, vous les retrouvez aussi
dans les commentaires. Achille Breautin, c'est son éditeur, Gaston Gallimard. Norbert Loukoum, c'est Jean Paulhan, le correspondant de Céline chez Gallimard. Fred Bourdonnais, c'est Robert de Noël, l'éditeur du Voyage au bout de la nuit, assassiné à Paris en 1945. La marquise Fualdès, c'est la maîtresse de Noël qui héritera de la maison d'édition. Tartre ou Nartre, c'est bien sûr Jean-Paul Sartre, le traître qui a osé écrire que Céline avait touché de l'argent des Allemands et que Céline compare à un ver solitaire. Quant à Étienne Vaillant, en fait, c'est l'écrivain communiste Roger Vaillant, qui est un ancien résistant, et qui a déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir abattu Céline pendant la guerre. Vous avez dans cette édition, donc toujours poche folio, de la page 103 à 121, un excès de fièvre donc, qui conduit encore Céline à avoir une hallucination et qui m'enseigne une péniche qui appartient à Caron, le personnage mythologique qui fait traverser les morts le Styx. Et donc Céline va voir cette péniche et là il découvre son ancien ami, l'acteur Le Vigan, qui travaille pour Caron. Alors, comme j'avais dit précédemment pour Mora Crédit, ce genre de délire, si les premières fois ça vous gêne, si vous pensez que ça ralentit la lecture, vous pouvez toujours les mettre de côté, les relire plus tard. Je vous assure, ce sont des passages qui sont extraordinaires et une fois qu'on a pris l'habitude de lire Céline, on se régale vraiment à les lire. Et donc c'est à partir de la page 143 que Céline commence à évoquer Sigmaringen et que donc il va raconter toute cette époque dans un style qui est très facile à lire. Dans le nord, l'intrigue se déroule essentiellement dans une grande propriété agricole au nord de Berlin, à Krenzling, rebaptisé Zornow dans le roman. Céline, sa femme rebaptisée Lily dans les romans, l'acteur Le Vigan et le chat Bébert s'y retrouvent après avoir fui Paris donc en juin 1944 et être d'abord passé par Baden-Baden et Berlin. Le roman débute très vite, l'introduction dans laquelle Céline s'entretient avec son lecteur ne durant que quelques pages. Dans cette traversée de l'Allemagne en ruine, Céline va croiser des personnages qui ont perdu la tête dans le chaos ambiant. Et à partir du moment où les personnages se retrouvent dans cette propriété, on sent qu'un drame se prépare et le roman se finit sur le dénouement de ce drame. C'est le roman le plus accessible de tous les romans de Céline. Rigaudon, c'est le départ de l'Allemagne vers le Danemark. Il y est question de beaucoup de trajets en train, de bombardements et de rencontres avec des personnages qui sont tous arrivés au bout de leur rouleau physique et mental. C'est un roman qui est difficile à lire, on le lit vraiment pour le plaisir du style, parce que même si Céline décrit une épopée incroyable à travers une Allemagne pilonnée sans arrêt par l'aviation anglo-américaine, Céline prend aussi beaucoup de pages pour raconter de très menus incidents. Pour moi, c'est une excellente mise en bouche pour Féerie pour une autre fois. Alors toujours dans l'édition folio poche, sur un roman qui fait 308 pages, Céline va prendre 54 pages encore donc dans ce dialogue avec le lecteur. Donc il raconte qu'à Meudon, il y a des journalistes, il y a la télévision qui lui ont rendu visite. Il va aussi mentionner Robert Poulet, qui est un romancier belge, ami de Céline. Et il va aussi parler de Cousteau, donc c'est Pierre-Antoine Cousteau, qui était le frère de Jacques Cousteau. Et Pierre-Antoine Cousteau était le rédacteur en chef de Je suis partout et c'était un anti-célinien notoire. Voyage au bout de la nuit ne fait pas partie de ma routine de relecture des romans de Céline. Je le place ici parce que c'est une respiration avant la lecture des deux titans que sont Féerie pour une autre fois et Guignol's Band. Pourquoi je ne l'ai pas mis en premier alors que c'est le roman le plus connu de Céline et c'est son premier roman? Ce qui me fait peur, c'est que le débutant soit rebuté par la noirceur du livre et aussi par la surabondance de sentences sur l'inutilité et la nullité de la vie. Ce livre est différent des autres romans de Céline. C'est le seul dont le héros, tout en épousant sa vie et son caractère, n'est pas Louis-Ferdinand Céline. Et cela crée une distance avec le lecteur. D'autant plus qu'il lui manque cette touche d'humour qui nous attache à Céline. Voyage au bout de la nuit n'est pas un livre sur la guerre de 14-18. Bardamu, le héros, participe au début de la guerre en tant que cavalier et après sa blessure, il part travailler en Afrique puis se rend aux USA. Pour moi, c'est une fois que Bardamu est installé en région parisienne en tant que médecin que le livre déploie vraiment une intrigue extrêmement intéressante et que ce roman confine au chef-d'œuvre. Féerie pour une autre fois peut sembler le roman le plus impossible de Céline. Je vous assure que quand vous l'aurez lu plusieurs fois, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas une virgule que vous ne savourerez pas, que vous ne considérerez pas comme étant exactement à sa place. Féerie pour une autre fois, vous le trouvez en une partie, Féerie pour une autre fois 1, Féerie pour une autre fois 2, ou en deux parties, Féerie pour une autre fois et Normance. Le roman débute, Céline est chez lui, à Montmartre,
à quelques semaines du débarquement, et il reçoit une amie, Clémence Arlon. Il comprend qu'elle vient voir ce qu'est un homme qu'on va bientôt pendre, pour voir aussi un peu ce qu'il y a pillé dans son appartement après la mise à mort. C'est que les radios de la résistance font des listes, des traîtres et des collabos qu'il faudra écarteler. La vengeance se prépare. Puis Céline continue de nous parler, mais du fond de sa cellule danoise, avec tous ses voisins qui gueulent, qui se font tabasser, qui se suicident, et puis qu'on amène au peloton d'exécution. Le lecteur qui lui répond est un petit peu énervé, il ne supporte pas que Céline se plaigne autant. Mais Céline se défend, il a été victime d'une véritable chasse à courre, parce qu'on lui reproche d'avoir vendu la ligne Maginot, la Tour Eiffel, alors que lui est médaillé de 14. Pour la compréhension, au niveau des pseudonymes, il est beaucoup question d'un Hortensia. C'est Guy Girard de Charbonnières, qui était un diplomate français en poste à Copenhague et qui mettait une très grosse pression sur le gouvernement danois pour que Céline soit extradée et qu'il puisse être jugé en France et probablement fusillé comme Robert Brasillac. À partir de la page 176, on fait la connaissance de Jules. Cul-de-jatte, alcoolique, obsédé sexuel, véritable monstre de colère qui déambule dans sa petite caisse à roulettes dans laquelle il pisse directement. Jules, c'est en fait Jean-Paul, le peintre de Montmartre, ami de Céline, alors qu'il n'était pas cul-de-jatte mais qui avait perdu une jambe à la guerre de 14. À partir de la page 247, c'est Féerie pour une autre fois 2, ou Normand selon les éditions, qui commence. C'est donc 400 pages du récit de Céline et tous les locataires ainsi que les concierges de l'immeuble de la rue Girardon à Montmartre qui vont s'entrechoquer, rebondir les uns sur les autres, être projetés vers le bas et remonter les étages à coups de vibration lors d'un bombardement de Paris en 1944 par les Américains. C'est surréaliste, exceptionnel et démentiel. Jules se trouve sur le toit du Moulin de la Galette et c'est lui qui dirige avec des signes les bombardiers sur les meubles de la rue Girardon, comme un chef d'orchestre, tout en réclamant sans arrêt à boire aux locataires avec des gestes. Et malgré leur malheur, les femmes de l'immeuble ne pensent qu'à la soif du pauvre Jules. Pendant des pages et des pages, Céline explique comment il dégringole de 3 marches et puis comment il en remonte 2 à cause d'une déflagration. C'est toute la difficulté de ce roman la première fois que vous allez le lire. Mais toute la beauté du roman se trouve dans ces scènes qui s'étirent et qui deviennent finalement de la musique. Plus vous allez lire du Céline et plus vous allez trouver la lecture de ce roman aisée et plus vous allez comprendre que c'est un chef-d'œuvre à part dans la création humaine. J'ai gardé Guignol's Band pour la fin car c'est une fois qu'on s'est accoutumé à Céline et qu'on a envie d'en lire plus qu'on peut se lancer à l'assaut de ce pavé exigeant de 700 pages. Céline a commencé à écrire Guignol's Band en 1941, après les 3 pamphlets. Il est lassé de ces prises de position politiques qu'il a dû prendre pour annoncer la guerre. Il a envie de revenir à la littérature. Pour s'évader de ce présent, il choisit une époque lointaine et idyllique pour lui. L'épisode londonien qu'il a vécu en 1915 et 1916. Ce Londres dans lequel il s'est révélé et libéré loin de la guerre et de ses parents. Suite à sa blessure de guerre, il avait été affecté en mai 1915 au consulat de France à Londres. Il est démobilisé en décembre, mais il restera encore plusieurs mois à Londres, fréquentant le milieu interlope, peut-être même en étant macro lui-même. On en sait très peu sur cette période. Pour le débutant, la difficulté de ce roman ne réside pas tant dans l'usage intensif de l'argot et des points de suspension, mais plutôt dans l'univers qu'il révèle. Ce Londres un peu suranné, avec ses proxénètes français à chapeau melon, ses prostituées françaises, ses indiques, ses prêteurs sur gage et ses docks embrumés. Après des premières pages difficiles à lire, avec un avis au lecteur, avec un épisode relatif à la débâcle de 1940, l'histoire débute vraiment à la page 27, avec la mention d'un des protagonistes de l'histoire, Borochrome. On quitte le milieu louche de Londres à la page 202 quand Ferdinand fait la connaissance de Sostène de Rodiancourt, ingénieur un peu sorcier sur les bords. Ferdinand lui explique comment il atterrit à Londres et cela permet d'éclaircir le début du roman. Ferdinand devient l'assistant de Sostène et tous les deux vont aider un colonel à mettre au point un masque à gaz pour la guerre. Ferdinand va tomber amoureux de Virginie, la nièce de 14 ans du colonel. Il y a des passages ardus de la page 408 à 440 quand un spectre se présente à Ferdinand et Virginie dans un parc, et ça devient même extrêmement difficile à lire quand ils rentrent tous dans un club de musique, le tweet-tweet
de la page 441 à 467. Le tweet, j'ai mis des heures et des heures de lecture à en sortir. Je pensais même que ça durait plus que 25 pages finalement. Vous pouvez le sauter et revenir dessus par la suite, d'autant plus que tout l'épisode avec ce fantôme est au milieu des meilleurs passages du roman. Le summum de ce roman, ce sont les scènes où Sosthène, qui a voyagé en Inde et au Tibet, va invoquer l'esprit du dieu Goa. Dans la chambre qu'il partage chez le colonel, Sosthène, le corps recouvert de poils roux, dégoulinant de sueur, en caleçon, mais portant son immense kimono orné d'un dragon, danse et se trémousse pour faire surgir l'esprit de Goa, pendant que Ferdinand, qui cède du livre ésotérique des Végas, l'accompagne en frappant frénétiquement avec des baguettes sur le rebord de son lit. C'est absolument hilarant, ça vous transporte, vous êtes avec eux dans cette pièce. Pour moi, ces scènes confinent au génie littéraire absolu. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ma liste vous aidera à vous initier à Céline. Sachez que lire Céline, c'est très exigeant et qu'il faut lire, relire et relire encore. Lire et relire Céline, ce n'est pas seulement pour vous faciliter la lecture de ses romans, c'est pour augmenter votre plaisir et découvrir que ces romans sont des œuvres d'art, et pour en profiter le plus possible. Sauter des passages peut sembler un sacrilège pour certains, mais moi je le conseille pour que les débutants n'abandonnent pas à une première lecture. Une fois que vous serez un amoureux de Céline, au contraire, vous allez vouloir lire encore et encore du Céline, et vous chercherez à lire tout ce qu'il a écrit et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Entretien avec le professeur Y, casse-pipe, à la JT du bocal, les pamphlets et toute sa correspondance. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de la partager et de mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai sur l'œuvre de Céline. En attendant, je vous dis merci à tous, à bientôt, salut!